Olivier et Marie-Pierre Hyper, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler un petit peu de votre aventure aux États-Unis pour Bodybuilding Russe, le magazine donc virtuel de Eric Rallo. Marie, j'aimerais savoir comment s'est passé ton dernier concours aux États-Unis, qui était donc le Lou Ferrigno Legacy. J'aimerais avoir ton ressenti sur ce concours. Super compétition organisée par Lou Ferrigno, que tout le monde connaît par rapport au feuilleton de Hulk. Très belle compétition, très jolie ville, Santa Barbara, très belle organisation et un accueil très chaleureux. Très honoré d'avoir... C'est une compétition pro où pour une fois il y a eu beaucoup de personnes, des athlètes étrangères. Parce que c'est vrai qu'en général on se retrouve avec beaucoup d'Américaines, d'Américains. Et là, on a eu beaucoup de pays différents et il était très touché par rapport à ça. Et d'autant plus, bon, la France, qui l'aime particulièrement, donc il a été très content de nous recevoir. On a pu voir sur les photos qu'Olivier a mis en ligne que tu avais rencontré énormément de champions et d'ex-champions qui sont toujours dans le circuit puisqu'ils suivent les concours de près. Quelques mots sur ces gens que tu as rencontrés et qui étaient à une époque tes idoles. Ah oui, Everson, Corey Everson. Le déclic qu'elle m'a donné il y a quelques années. Le fait de la revoir, ça a été waouh. On l'avait côtoyée il y a quelques années quand Olivier faisait la tournée dans différentes salles, différents pays avec Everson, Bob Paris. Donc j'avais la chance d'être avec eux dans les vestiaires. Elle était déjà Miss Olympia et pour moi ça a été le physique, la personne, tout. Fantastique. Et là, de la revoir quelques années après, ça a été le choc. D'autant plus qu'elle s'est rappelée d'Olivier, parce qu'elle a fait une tournée en France, en disant, je lui dis qu'il avait un petit peu vieilli, mais bon, quelques années après. Et elle s'est rappelée tout ça. J'ai pas changé, elle m'a reconnu. Donc voilà, c'était super. Voilà. Toi, Olivier, comment tu as vécu la chose? Tu étais dans les backstage, tu avais un accès presse donc? Oui, j'avais un accès presse, j'étais dans les backstage. Nous, on n'assistait qu'à la partie professionnelle de la compétition, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils organisent les compétitions amateurs le samedi et les professionnels le vendredi. Donc c'était le vendredi, journée professionnelle. La compétition était un peu longue parce qu'on a commencé le matin à 6h, 7h pour le tanning, pour les coiffures, pour le maquillage, donc toute la mise en place. Avec le décalage horaire, arrivé à minuit le soir, j'avoue que ça a été un peu dur, quoi. Je pense qu'à un moment donné, je me suis un peu endormi avec les photographes devant. Mais bon, ils ont été sympas, ils ne me l'ont pas dit. Bon, sinon, c'était bien. Bon, on a retrouvé Corey, qui était avec ses enfants adoptifs, là, c'était très sympa. Il y avait aussi Eddie Cornet au fond de la salle. Bon, il était au repos quand même, parce qu'il est plutôt jeune. Qui on a vu d'autres? Oksana. Il y avait Oksana, ouais. En fait, on a eu beaucoup de personnalités qui assistaient à la première compétition qu'organisait Lou Ferrigno. Bon, il y avait Sean Ray qui est toujours sur les événements, qui fait les commentaires. C'est le fils à Lou Ferrigno qui a pris ça sous son commandement, qui a organisé tout ça. Et c'était très respectueux des athlètes, c'était très sympa. Au niveau du tanning, c'était très professionnel, les maquilleuses, tout ça. Franchement, c'était très bien. Les vestiaires étaient très beaux. Et c'était au Granada Théâtre à Santa Barbara, qui est un lieu important pour les Américains parce que c'est un peu historique et c'est vraiment un cadre magnifique. Voilà. Sinon, la compète en elle-même, bon, c'était pas une compète top parce que c'était tard dans le calendrier. Je pense que pour les hommes, c'était l'opportunité de prendre une sélection pour l'Arnold ou pour Olympia, comme l'a fait Ronnie Rockel. Chez les filles, le plateau était assez moyen. J'ai pas été emballé par l'esthétique des filles, quoi. C'est vrai qu'elles étaient prêtes, tout ce qu'il fallait. J'adhère pas à 100% au classement et j'adhère pas non plus à l'esthétique de cette compétition. Et ça, d'une compétition à l'autre, c'est très variable, quoi. Et voilà, bon, chez les hommes, j'étais plus... je suis pas un fan de Piotrowski, mais je pensais qu'il pouvait gagner cette compétition largement parce que c'était le plus massif. C'est celui qui m'a le plus impressionné sur scène. Bon, après, les juges le voient différemment. C'est la compétition, c'était très sympa. C'était une belle compétition. Et puis pour nous, c'était l'occasion d'aller pour la première fois en Californie et d'être un peu baigné dans cet esprit bodybuilding de la côte ouest, quoi.
Alors justement, la Californie, suite au concours, vous vous êtes offert un petit périple Oui. un petit peu partout. Donc on a vu beaucoup de photos où vous avez visité des lieux pratiquement magiques. Hein. Mais il y a un moment qui a été un petit peu plus remarqué que les autres, hein, c'est lorsque vous êtes au Gold Gym et que vous croisez le plus grand bodybuilder du monde. On peut dire qu'il nous a croisés lui aussi. Oui, de la chance de tomber sur nous, c'est vrai, parce qu'on n'y va pas tous les jours. Donc vous croisez Arnold Schwarzenegger, la salle est pratiquement vide et vous vous payez le luxe donc de l'aborder, de discuter un petit peu avec lui, de faire des photos. Je me paye le luxe. Non, c'est pas le luxe, c'est l'inconscience. C'est pas pareil. Parce que des fois, quand on est inconscient, on fait des choses qu'on ne ferait pas quand on est lucide, quoi. C'est ce que j'ai fait. En fait, j'étais en train de faire les triceps et puis Marie elle était à ma droite. Et en faisant les triceps, je perçois une démarche qui nous est familière, parce qu'Arnold, il faut bien reconnaître qu'il a une démarche qui est bien particulière. Et je tourne la tête et puis je vois Arnold dans le dos de Marie qui arrive de la salle 2. Et je lui dis, alors, retourne-toi, il y a Arnold qui arrive. Et elle me dit, arrête de déconner, continue ta série. Donc, je dis, non, je te dis Arnold. Elle me dit, non, fais ta série. Et puis au moment où elle se retourne, elle le voit. Et elle me dit, oh, c'est vraiment lui, on va faire une photo avec lui. Je dis attends, il est là, il n'y a personne qui l'accoste, c'est qu'il y a un truc. Ni une ni deux, elle est partie. Elle est partie, elle est allée dans la salle 2. Et je lui ai tapé derrière son dos. Elle lui a tapé dans le dos comme on tape à une porte, quoi. Toc, 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 elle lui a fait. Il avait un grand garde du corps de 2 mètres qui m'a absolument pas vu arriver. Je lui ai tapé dans le dos et je lui ai dit que j'étais une French woman, que je rêvais de le rencontrer si je pouvais faire une photo avec lui. Et il s'est retourné et il m'a dit I'm very proud to meet you, French woman. Et voilà, et on a fait plein de photos. Il a été. En fait, quand on a fait la photo, nous on avait une fenêtre derrière, une ouverture, donc on était à contre-jour et Marie elle s'est mise en face et elle allait nous faire la photo et il dit attendez, ne faites pas la photo comme ça parce qu'on va être à contre-jour, on va pas se voir. Parce que, je pense qu'Armand il a un peu l'habitude de faire des photos. Nous on était un peu sous le choc donc on n'a pas trop réalisé, donc on a changé de direction. Et en changeant de direction, il me dit she's a woman en me regardant. Je comprends, il dit c'est une femme. Voilà, c'est Arnold. Hein. Et donc on se met de l'autre côté, et puis quand elle va pour faire la photo, il y avait le cache devant. Alors il lui dit il faut lever le cache. Et là, Marie elle nous regarde et elle nous dit I am a woman. Alors il me regarde, il me fait. Ah, bon. D'où la tête sur ma photo. Il avait raison, quoi. Très modèle. Ah, c'était très Train de sympa. rigoler. Donc un grand moment que vous avez vécu en toute tranquillité en fait, parce qu'il n'y avait pas grand monde pour vous déranger. Personne ne l'accoste, je pense que c'est quelque chose qui doit être... Il n'approche pas, les gens n'approchent pas, quoi. Il est tranquille. Plus parce qu'ils sont habitués à le voir non, ou... Ils n'étaient pas habitués à le voir parce que quand il est sorti de la salle, il y en a beaucoup qui l'ont suivi pour essayer de l'attraper dehors, mais bon, il a pris son vélo et puis il est parti, quoi. Mais non, je pense qu'il doit y avoir des consignes ou par respect, il n'accoste pas, quoi. D'accord. Voilà. Deuxième grand moment, vous rencontrez Mike Tyson. Encore une chance pour lui. En fait, là, on était dans la galerie du César Palace et on est allé visiter un magasin de sport où il y avait plein de casques des footballeurs américains. Et comme il était en ce moment sur Las Vegas parce qu'il faisait son one-man show, eh ben, on a profité de l'occasion pour pouvoir faire une photo avec lui. Alors on voit sur la photo que vous avez une gante de boxe. Dédicacée de Mike Tyson. Donc là aussi, peut-être le plus grand boxeur que la boxe ait connu. Adorable. Et vous tombez pile sur lui, vous avez un gant de boxe, vous le faites dédicacer. On achète dans la boutique, on a acheté le gant de boxe. Dans la boutique, et on lui demande s'il peut nous le dédicacer. Et il a même rigolé avec Olivier, il y a des photos où il donne des punchs, il a été... Ouais, parce qu'il m'a attrapé avec les mains. Et il a vu que sous mon t-shirt discret, j'avais une masse musculaire incroyable, donc il m'a félicité. Quoi. Il m'a dit oh, you are in shape, il dit that's YouTube. Ce sont. Oui, c'était évident. D'ailleurs, on se demande comment il ne l'avait pas vu avant. Bah, je suis assez discret quand même. C'est des jokes, hein, c'est des petites plaisanteries. Non, et puis bon, Marie, elle était en forme aussi, donc c'est vrai qu'il a apprécié le fait qu'on soit des sportifs. Puis bon. Je pense que
Mais il était très sympa. C'est difficile de voir Mike Tyson aujourd'hui et de se dire qu'à une époque, il faisait aussi peur sur les rings parce que c'est quelqu'un de charmant et de souriant. C'est presque un nounours. Ouais, franchement, c'est l'impression qu'on a eue en tout cas d'un gars très sympa, quoi. Bien dans sa tête et très accessible. Ouais. Suite de votre périple, vous avez visité plein d'endroits différents. Moi, j'ai le souvenir d'une photo avec des arbres, des vieux arbres. Séquoia géant. Séquoia, une forêt de séquoia, ouais. Ouais. Tu peux nous raconter ça un petit peu? Parce que les photos sont quand même assez belles. Je crois que c'est le coin qu'on a préféré aux États-Unis, la forêt de séquoia. On avait trouvé un endroit où dormir, ça s'appelle Camp Nelson dans la forêt. Et c'est un patelin où il y a 80 habitants. Ce sont des Indiens en fait. Et c'est vrai que le cadre était magique, quoi. C'était vraiment très beau, quoi. En fait, on quittait Santa Barbara où on était en short et en débardeur. Et puis on s'est retrouvé en haut où il y avait de la neige dans les montagnes, au milieu des séquoias. C'était magnifique. Ouais, c'était très beau. L'avantage de la Californie, c'est que, je dirais pas que c'est proche, mais assez rapidement on accède à des paysages différents, à des cadres différents. Et c'est très sympa. Population différente, culture différente. Et c'est vrai que ce petit coin là dans la montagne avec les 80 habitants et le petit resto très folklorique avec des gens du pays mais très locaux, quoi. Donc c'est un peu décalé par rapport à la vie de Los Angeles et c'est assez sympa. Ouais. On a beaucoup aimé ça. Qu'est-ce que vous avez trouvé de différent par rapport à New York par exemple où vous étiez la dernière fois? Les gens sont très sympas. La mentalité des gens. Ouais, ça les gens sont très sympas. Ouais, très accueillants, très. Ouais. Santa Barbara, c'est quand même beaucoup de latinos aussi. Oui. Donc ils ont le sang chaud. C'est hispanique. C'est très hispanique et on ressent vraiment cette convivialité. Ouais, ça, accueil c'est des gens. Ouais. Après Los Angeles, on n'a pas fait grand chose à Los Angeles. On a fait juste Santa Monica et Venice. Je pense que le moment fort de Los Angeles pour nous, ça a été le Gold Gym parce que malgré, on n'était pas particulièrement attiré par le Gold Gym ou aller au Gold Gym, on n'y est pas allé exprès pour ça. Et c'est peut-être pour ça qu'on a ressenti dans cette salle une ambiance, une chaleur, une énergie qu'on trouve rarement dans les grandes salles de cette dimension. Et ça, on a beaucoup aimé. On s'est entraîné là-bas, on a pris beaucoup de plaisir à s'entraîner là-bas. Et c'est pas forcément du plaisir qu'on prend quand on se déplace et qu'on va dans des salles qui sont grandes où c'est assez froid. Mais c'était vraiment sympa. En fait, il y a toutes sortes de types de personnes. Il y a les bodybuilders, parce qu'il y en avait. Il y avait beaucoup de bodybuilders qui étaient là, qui s'entraînaient les dernières séances avant le Ferrigno classique. Il y avait des acteurs qui étaient sur le cardio. Il y avait des personnes qui étaient en coaching. Voilà, c'était... Il y avait une belle énergie, ouais. C'était très sympa. On a beaucoup apprécié. Beaucoup aimé. On a découvert le Gold Gym parce qu'on a des visions du Gold Gym où on n'a qu'une salle, on voit toujours la même salle avec écrit la Mecque au fond. En fait, il y a deux autres salles sur le côté. Il y en a une intermédiaire qui est un petit peu plus petite où il y a du matériel guidé, je ne sais plus quelle marque il y avait dedans, je crois que c'est du Nautilus et du Hammer Strength. Et après il y a une autre salle avec un gros plateau cardio, une salle de fitness et encore des machines qui permettent, de cette salle-là on accède à l'extérieur, il y a du matériel un petit peu de crossfit et du travail en extérieur. Alors justement l'extérieur, c'est le fameux plateau muscu de Venice Beach, c'est ça? Non, là, ça c'est la salle extérieure du Gold Gym. Ah, Venice Beach, c'est deux rues parallèles par rapport à celle du Gold Gym, et ça donne directement sur la plage. C'est un endroit où il y a un gymnase en plein air, il y a des gradins avec une petite scène extérieure pour organiser des concours et des événements à ce niveau-là. Mais ça n'a rien à voir avec les photos dont on a l'habitude de voir, où c'est des vieilles bars, où c'est oui, où rien on à voit voir. Arnold s'entraîner à l'époque. Moi, je me demandais même si on était au bon endroit. Oui, parce que tout là, rénové. c'est tout rénové, c'est neuf. Oui, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on voyait, ce qui a fait en fait la légende du Gold Gym, quoi. Maintenant, on paye pour s'entraîner à La légende du l'intérieur, Gold, tout je ne est sais pas si fermé. la légende du Gold Gym est liée à Muscle Beach et à Venise, parce que Muscle Beach c'est un endroit où on organisait il y a très longtemps des acrobaties en extérieur avec des gars qui faisaient aussi de la musculation, avec des George Efferman et des gens comme ça. D'ailleurs, il y a des photos dans Santa Monica des gens qui faisaient des acrobaties et qui faisaient de la musculation sur la plage. Et je pense que ça part plus de ça que du Gold Gym. Et je pense que Joe Gold a mis son premier Gold Gym à cet endroit-là parce qu'il y avait déjà cette dynamique sur la plage. Alors justement, quand vous arrivez là-bas, tu as mis une photo, vous arrivez, c'est la nuit,
Vous vous promenez, vous prenez la voiture, hein, puisqu'avec le décalage horaire, vous n'avez pas trop Moi envie là, de je dormir. dormais, hein, c'est lui qui est parti. Je suis parti tout ça. En Et éclaireur. tu fais une série de photos et justement tu tombes sur un hasard. endroit au hasard qui te paraît familier. Ouais, Et en fait, je roule sur la route qui est parallèle à la plage Venise. Il fait nuit, c'est quoi? C'est minuit, 1h du matin. Et inconsciemment, je perçois une image sur le mur à côté qui m'est familière, quoi. Et en fait, je freine, je fais marche arrière, et sur le mur, je vois l'enseigne du Gold Gym, mais du premier Gold Gym, le vrai, quoi. Authentique, celui que moi, j'ai connu, que j'ai découvert à travers les revues dans les années 70, début des années 80. Et en fait, j'étais devant le premier Gold Gym, donc c'était quelque chose d'assez sympa, d'assez fort, quoi. Ça, c'était bien. Suite à ça, vous partez où? Donc on était à Los Angeles, on est monté à Santa Barbara, on est allé dans la forêt de Sequoia, c'est la Sierra Nevada, et ensuite on est descendu de l'autre côté, on a roulé quoi, 8-9 heures La vallée de la mort. pour arriver à la vallée de la mort. Alors la vallée de la mort, on nous a dit, surtout vous prenez de l'eau avec vous, parce que c'est l'endroit le plus chaud de la Terre, ça monte à 50 degrés. Vous sortez faites pas gaffe. sans casquette, gardez Voilà, de l'eau, faites les attention. produits, si vous vous faites piquer par les serpents. Donc on nous a bien avertis sur la région, sauf qu'il faisait très froid et qu'on était obligé d'être couverts. On a eu la pluie, on avait les doudounes, les bonnets. C'était... Et bon, on a vu la vallée de la mort sous un autre jour, quoi. C'était sympa. Ah, Et c'était après, on bien. est arrivé sur Las Vegas. Voilà. Et donc Las Vegas, Waouh. Où ça plaît pas. C'est lumineux. C'est... en C'est fait on en prend plein les yeux, c'est ça? Ouais, c'est sympa. Ouais. C'est une ville Il y a- touristique en gros. C'est une ville touristique, mais il y a une énergie. En fait, de toute façon, dès qu'on sort de la France, c'est difficile de ne pas trouver plus d'énergie qu'ici. Donc il y a vraiment de l'énergie, il y a des gens, il y a un dynamisme, il y a des choses qui se passent et nous on est spectateurs, quoi. On arrive là-dedans, on se dit waouh, il y a des gens qui vivent sur Terre. C'est à Las Vegas qu'on a vu Mike Tyson. D'accord. Ouais, au César Palace. C'est là où il faisait son one-man show. Et César Palace, moi j'étais content d'y aller parce qu'il y avait eu les championnats du monde en 84, quand Mitch Caspari avait gagné les championnats du monde, c'était au Exact. César Palace. À Avec 19 Christian. ans. Il y a le président d'Annaba, Graham Lansfield, qui avait participé là aussi au championnat du monde. Et c'est quand même un endroit mythique, quoi, pour le bodybuilding. Puis il y a Olympia depuis quelques années qui s'organise là-bas. Voilà. Bon, on n'a rien vu de body là-bas. On a vu une salle de CrossFit, mais on n'a rien vu de body. Puis on n'a pas cherché non plus. C'est là-bas que s'entraîne d'ailleurs Jay Cutler, je crois, à Las Vegas. Ouais. Ouais, il y a Larissa Reyes qui a son resto là-bas aussi. Ouais, le Protein House. Ouais. Vous y avez été? Non. Non, Elle on n'a était pas plus eu le régime, temps. donc, Oui, les protéines après. Donc vous rentrez en France, des Et souvenirs plein la tête, ouais. Ah oui. et puis là il faut s'y remettre. On aborde donc notre sujet, le futur Body Show, Ouais. qui sert de sélection donc pour le Monsieur Univers WFF, qui est organisé pour la première fois en France, puisque ça fait 46 ans que la WFF existe. Ouais, depuis 68. Donc un événement grandiose pour la France, puisque c'est la première fois qu'on donne, que la fédération, du moins WFF, donne sa chance à la France pour organiser un tel événement. Ils n'ont pas donné, ils nous l'ont un peu imposé, quoi. Donc, mais bon, ça nous faisait plaisir. En fait, ils nous l'ont imposé suite aux différents body shows qu'on a organisés et l'image qu'on a véhiculée sur le net, sur le Facebook et sur les sites qui sont en rapport avec notre fédération. Donc à partir de là, ils ont eu envie que l'événement soit chez nous. En fait, il y avait 3 villes qui étaient en compétition. Il y avait Florence, il y avait Pretoria, c'est ça, et La Ciotat. Et le président, Graham Lansfield, voulait absolument qu'on le fasse à La Ciotat. Donc on a dit ok, banco, on y va, quoi. Ça a été voté aussi. Après, ça a été voté, donc voilà. Après, on ne peut plus faire marche arrière. On va organiser ça, on va être... on prend la succession de Séoul. Donc La Ciotat, Séoul, c'est pas tout à fait pareil. Mais bon, on va essayer de tenir... On va relever le distance. défi. Oui, parce que le niveau était très haut en Corée. Oui, il y avait un beau niveau en Corée, mais... Belle le niveau- salle, le niveau, belle c'est organisation. Voilà, c'est le niveau d'organisation qui était très haut. Ouais. Ils ont une technologie que nous, on n'a pas au niveau du streaming, au niveau de l'Internet, on ne peut pas suivre. Au niveau des images, je pense qu'on ne pourra pas suivre. On va essayer de faire un maximum. Après, au niveau du protocole de la compétition et de la compétition,
Je pense qu'on arrivera à faire face. Ça ne sera pas trop un problème. Après, justement, l'avantage de la WFF, c'est que ce n'est pas une question de niveau, parce que chaque catégorie est faite pour que chacun puisse être compétitif avec son niveau. Donc c'est ça qui est intéressant. Le truc, c'est pas d'être le plus gros, le plus globuleux, le plus massif. Le but, c'est d'être le meilleur dans sa catégorie avec son rapport taille-poids, ce qui donne des chances à tout le monde. Donc c'est ce qui me plaît, moi, dans cette fédération, c'est qu'on n'est pas dans la course au volume, et c'est ce qui permet d'avoir plus de jeunesse, un état d'esprit plus jeune, plus fun, plus dynamique. Et j'aime beaucoup aller voir des compétitions internationales de la WFF pour ça. Et puis en plus avec des nouvelles catégories qui sont pas forcément connues de tout le monde, Oui. des catégories modèles, mais cette catégorie modèle avec une thématique Oui. qui peut être choisie en fonction de ce Voilà, qu'on c'est veut. ça. Donc, par rapport au men's physique où tout le monde est sous le même format de présentation avec un Bermuda et même pose, sur la catégorie modèle, il y a un thème. On n'est pas dans le Chipendales non plus, on pourrait s'identifier un peu à ça, mais on n'est pas dans le body non plus, on est un peu entre les deux. Ça correspond un peu plus à ce que les jeunes veulent aujourd'hui, donc on a un produit là qui correspond à une demande. C'est pas l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne met pas un produit qu'on va imposer, mais c'est après une étude, après une déduction, on s'est rendu compte que les jeunes, c'est ce qu'ils aimaient faire. La différence avec du men's physique, c'est que les gars sont en shorty ou en short, donc on a quand même une vision du physique qui est plus complète. Qui est plus et complète équilibrée. que Tout sur à fait. le men's physique. Ouais. Il y avait énormément de compétiteurs aux États-Unis, pas aux États-Unis, à Séoul, dans cette catégorie. Et on a la même pour les filles. Donc on n'est pas sur du bikini basique avec les mêmes présentations. Il y a pareil, il y a un thème, il y a un maillot qui est en cohérence avec son Accessoires, thème, avec des accessoires. Ouais. ce qui peut être sympa pour le spectacle. Au niveau visuel, c'est assez sympa. C'est toujours assez plus jeune. sympa pour le public que d'avoir Ouais. simplement un physique et quand les gens ne connaissent pas les concours. C'est autre chose que du body. On ne peut pas dire oh, c'est pas bien, c'est pas du body. C'est autre chose que le body. Le body, c'est un protocole de compétition avec des normes. Le modèle, le men's physique, le bikini, c'est un autre protocole. Voilà. Mais moi, je pense que c'est une bonne chose parce que quelqu'un qui fait aujourd'hui du modèle, forcément, si c'est quelqu'un qui s'entraîne régulièrement, dans les années à venir, il va progresser, il passera obligatoirement sur le body. Je pense qu'aujourd'hui, on est indissociables l'un de l'autre. Le body show sert donc de sélection, et j'aurais voulu, je tiens particulièrement à revenir là-dessus parce que j'ai lu un peu tout et n'importe quoi sur Facebook, disant que la sélection, puisque tu donnes l'opportunité aux 6 premiers de participer à Univers, donc d'avoir une équipe de France beaucoup plus forte. On est pays organisateur, donc on a le droit. Voilà, donc c'est vraiment dans le cadre de cette organisation d'Univers que tu donnes cette autorisation-là, mais non pas parce que le niveau serait bas, comme certains voudraient le laisser entendre, mais parce que tu veux simplement une équipe de France forte et soudée, et peut-être créer des liens entre les athlètes. C'est ça, la priorité dans ce qu'on fait, c'est pas forcément la victoire, c'est les rapports humains, on partage la même passion, on va dans le même sens. Donc l'intérêt d'organiser Univers en France, c'est de permettre à un maximum de monde de participer une fois dans sa vie à une compétition internationale. Après, qu'on la gagne ou qu'on la gagne pas, c'est pas la priorité. Et puis je sais pertinemment que sur les 6 premiers qui vont être sélectionnés, il y en a qui viendront pas, et puis voilà, c'est comme ça. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le body show reste le body show, et la sélection. C'est-à-dire que tout le monde peut accéder au body show et participer à la compétition. Par contre, s'il y a des athlètes qui sont internationaux dans d'autres fédérations, ils ne sont pas sélectionnables pour l'international chez nous. Mais ça ne les empêche pas de venir participer à la compétition. Ils seront classés à leur juste valeur. Et après, juste ils me disent, voilà, moi je fais partie de telle fédération, je fais de l'inter là-bas, je ne fais pas de l'inter chez vous. C'est pas un problème. Donc tu feras en sorte que, d'après le classement, tu puisses prendre tes 6 sélectionnés. C'est ça. C'est ce qui s'est passé à l'Apollon. Certains ont gagné l'Apollon. Le premier était sélectionnable pour Univers. Ils m'ont dit, moi, je vais faire une compétition internationale à une autre fédération. Et j'ai dit, il n'y a pas de problème, c'est le deuxième qui viendra et qui fera la compétition. Voilà, ça, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Parce que moi, je ne prends pas de sanctions sur les athlètes. Ce n'est pas mon état d'esprit. On n'est pas là pour prendre des sanctions, pour appliquer des règlements à la lettre et être autoritaire. L'objectif, c'est de faire du body, de se faire plaisir. C'est que du body. On ne va pas réussir notre vie grâce à ça et devenir milliardaire. Donc, on se fait plaisir. Après, s'il y a des gens qui veulent faire autre chose ailleurs, ils ont le droit, et c'est très bien. S'ils veulent venir chez nous, c'est très bien aussi. Le tout, c'est de savoir avant et qu'on puisse communiquer, qu'on puisse échanger et que ce soit clair pour tout le monde.
Tu t'attends à quoi en faisant cet univers? Est-ce que tu penses que ça va développer un petit peu l'image du body en France, hein? Est-ce que tu penses que ça va créer de nouvelles dynamiques, surtout au niveau de ces nouvelles catégories? Est-ce que tu penses que d'autres concours vont se mettre en place pour justement laisser leur chance à ces nouvelles catégories modèles, etc.? Développer le body en France, franchement, je crois qu'il y a longtemps que j'espère plus ça. Je pense qu'on a une activité qui n'est pas une activité sportive, c'est une activité artistique qui est marginale, dont beaucoup de personnes ont essayé, ont pratiqué, mais qui ne l'ont pas forcément reconnu, qui ne l'ont pas forcément aimé ou accepté. Le fait est qu'on est une des activités peut-être les plus pratiquées en France et ailleurs dans le monde, le fitness tout compris. Après, développer notre partie à nous, bodybuilding, non, on n'a pas besoin de développer. Je pense qu'aujourd'hui, comparé aux années passées, aux années 80, aux années 70, on a beaucoup plus de compétiteurs qu'avant. On a des compétiteurs de qualité, on a des nouvelles catégories qui sont mises en place pour que des gens qui n'ont pas forcément 30 kg de muscles puissent faire de la compétition avec des mains physiques, avec des mains modèles, avec des catégories fitness pour les hommes, performance, athlétique. Donc on a ouvert les catégories à des gens qui ont des niveaux plus bas. Et je pense que le body va bien, quoi. Vu le nombre de compétitions qu'il y a en France aujourd'hui, qui marchent bien, je pense qu'on n'a pas besoin de développer. Développer quoi? Je ne sais pas. La seule chose que je regrette aujourd'hui, c'est que les acteurs économiques de la remise en forme ne soient pas forcément impliqués dans la musculation, le body, le fitness en général. C'est la seule chose que je regrette, parce que beaucoup de gens font des marques de diète, et ils se servent quand même de ces gens-là qui pratiquent la musculation pour vivre, mais en contrepartie, ils ne donnent absolument rien, quoi. Que ce soit les marques de diète, de matériel, ou les lignes de salles franchisées qui vivent de ça, mais qui ne donnent absolument rien. Voilà, donc ça c'est regrettable, ça oui. Comment tu verrais la chose pour qu'ils puissent participer activement? Ben, je pense qu'aujourd'hui, ils pourraient financer un peu des compétitions, financer un peu la prise en charge des déplacements des athlètes, financer des tenues, financer un standing au niveau du bodybuilding, ça serait bien. Et en contrepartie, ça crée une dynamique dans les salles. On peut mettre en avant les jeunes qui font de la musculation. Ils ont une belle image aujourd'hui, les jeunes qui font de la musculation. Ils sont sains, c'est mieux ça que de les voir traîner dans la rue, à boire ou à prendre des drogues, quoi. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens qui gagnent de l'argent avec la remise en forme, ils prennent un peu à la légère, quoi. C'est ça qui est dommage. Je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que c'était plus un art qu'un sport. Est-ce que tu pourrais développer pour les lecteurs de Bodybuilding Rules, quelle est ta vision des choses par rapport à ça? Alors, ma vision des choses, c'est que dans le sport en général, le corps est au service de la performance, pour faire simple. Et en musculation, c'est l'inverse, quoi. C'est la performance qui est au service du corps. L'objectif, c'est d'être performant à la salle pour atteindre des objectifs esthétiques. Des objectifs esthétiques, c'est déjà, il faudrait que les gens aient une éducation esthétique. À partir de là, je pense qu'on verrait moins de gars en Bermuda. Ça serait bien. Donc, un équilibre, des formes, un état d'esprit. Voilà. Donc ça, c'est une éducation. Qu'est-ce qu'on a comme exemple au niveau esthétique? Vous prenez un gars comme Van Damme qui est pas un bodybuilder. C'est pas un mec qui est gros. Mais si vous regardez Van Damme au début de sa carrière au cinéma, vous le mettez en short et vous regardez sa cuisse. Sa cuisse, elle n'est pas très grosse, mais elle est hyper équilibrée. Il a des ischios, il a du quadriceps galbé. Sa cuisse, elle est proportionnelle à son buste. Et là, on a l'esthétique, ça devient de l'art. Et chez les bodybuilders, c'est la même chose. Il faut avoir cette vision globale du corps, une approche athlétique de l'entraînement. Et tout ça, ça va ensemble. Et je pense que c'est ce qui manque un peu aujourd'hui, quoi. Mais ça, c'est directement lié à l'encadrement dans les salles. Aujourd'hui, on a des salles, entre guillemets, low cost. En fait, la seule chose qui est lourde chez eux, c'est le service et la qualité. C'est pas le prix, il ne faut pas s'y tromper. Donc à partir de là, il n'y a pas de prof diplômé d'État, il n'y a pas d'éducateurs, il n'y a pas de gens qui sont impliqués dans notre discipline et qui peuvent faire passer un message à la fois esthétique, culturel et athlétique au niveau de l'entraînement. Et ça, ça pêche, quoi. C'est dommage. Bon, ceci dit, les salles low cost ne se posent pas en salle éducative. Il y a une loi qui date de 84 qui dit qu'il faut avoir quand même des diplômés d'État dans une salle. Un diplômé d'État, déjà, donc ça voudrait dire que les gens qui ont des diplômes d'État, aujourd'hui c'est même plus un diplôme d'État, c'est un brevet professionnel, donc on a tiré vachement par le bas les compétences.
Et c'est au niveau de la formation de ces gens-là, déjà, qu'il faudrait voir certaines choses. Et à partir de là, il faudrait protéger la profession et obliger toute personne qui a un établissement avec du matériel à avoir un professeur diplômé d'État. Ça serait bien. Ouais, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Non, c'est loin d'être le cas. Parfait. Un dernier petit mot pour les gens qui vont regarder votre interview donc et qui voudraient participer à ces deux grands concours que vont être le Body Show et Univers. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Toutes les informations sont sur notre Facebook, là-bas WFF France, ou sur Repair Body Show. Donc s'ils veulent des informations qui circulent un petit peu sur la page, ils auront toutes les infos, les fiches d'inscription, qu'ils n'hésitent pas à nous écrire s'ils ont des questions à poser. Et puis qu'ils passent une bonne préparation. Oui, bonne prépa, qu'ils viennent s'éclater. Voilà. Un dernier petit mot de motivation pour ceux qui sont sûrs de le faire. Wow. On sait. Pas que pour ceux qui sont sûrs de le faire, il y a tous ceux qui font d'autres compétitions aussi. Je pense qu'on est tous dans la même dynamique. Donc il y a tous ceux qui ont attaqué leur préparation, qui s'accrochent. Et puis, Parce que moi je suis IFBB, mais lui il est NABA. Donc... il est passé du côté obscur à la force. Ouais, non, on est pour tous les athlètes. J'ai donné 20 ans à l'IFBB quand même. Je connais un petit peu quand même. Non, vraiment une bonne préparation à tous les athlètes et n'importe quelle fédération. Let's go. Un petit mot pour Lionel aussi à Paris qui prépare l'Arnold Classique. Il va faire l'Arnold Classique aux États-Unis, à Columbus, et ensuite il fera l'Arnold Classique au Brésil au mois de mai. Et une petite pensée pour lui, et puis qu'on lui apporte tous notre énergie pour qu'il ait le succès qu'il mérite et qu'il soit classé à sa valeur. Ouais. Super. Écoutez, je vous remercie, Olivier, Marie-Pierre. À une prochaine fois, sûrement un petit peu avant le Body Show ou Univers, pour d'autres informations complémentaires. Merci d'avoir répondu à mes questions et puis à très bientôt. Avec plaisir. À bientôt.